Europe Matin, au cœur de l'info, Julien Pierce. 7h13 sur Europe 1. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Président de l'Association des médecins urgentistes de France. Les Français connaissent votre nom depuis 2003. Vous alertiez à l'époque sur les conséquences de cet épisode de canicule qui avait provoqué environ 15 000 décès. 15 ans plus tard, Patrick Pelloux, quelle est la situation dans les services d'urgence alors que depuis quelques jours, la température atteint 40 degrés par endroit? La situation est très compliquée au niveau des services des urgences et très difficile parce que depuis la canicule de 2003, il y a eu une augmentation considérable de la fréquentation des services des urgences. Donc tous les services d'urgence ont eu une augmentation de leur activité et pas d'augmentation de moyens, non seulement au niveau du service des urgences, mais au niveau de l'hôpital. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà, là, au moment où l'on parle, un afflux de patients à cause de la vague de chaleur? Quelques-uns, c'est le début. C'est une canicule un peu spéciale cette année. Les canicules sont de différentes formes. Vous avez celles qui sont extrêmement rapides, et comme celle de 2003, et qui avait tué énormément de gens très rapidement parce que la température était montée. Et donc les organismes ne s'étaient pas habitués. Là, c'est une canicule qui est assez lente, en fait. Elle est en train d'épuiser doucement les organismes. Donc on ne sait pas comment ça va évoluer sur les afflux des malades aux urgences. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il commence à y avoir les premières conséquences, notamment chez les sans domicile fixe et notamment chez les personnes âgées et polypathologiques. Des premiers décès vous sont remontés? Non, pour l'instant non. Il doit y en avoir, mais ils sont comme en fait il n'y a pas de surmortalité, on la voit pas pour l'instant. Mais qu'il y ait des conséquences sur la mortalité, ça c'est hélas inhérent à toute canicule. On avait mieux géré la canicule de 2006 que celle de 2003, et on avait eu pourtant 7000 morts par exemple. Est-ce que vous avez d'ores et déjà eu des signalements de défaut de prise en charge en raison des temps d'attente qui s'allongent? Non, il n'y a pas de défaut de prise en charge. Il y a des prises en charge retardées parce que justement on manque. On a fait un sondage avec l'association des médecins urgentistes pour savoir comment se passait le travail au niveau des services des urgences. Il y a 80% des services des urgences où il y a un problème pour faire les plannings, c'est-à-dire pour savoir qui va travailler. Et donc ça se ressent sur la prise en charge des malades qui attendent, parce que parallèlement, vous avez de moins en moins de lits d'hospitalisation. Alors par exemple, la CGT dénonce une situation insoutenable, par exemple aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris, l'un des plus gros services de France. Personnel en sous-effectif, un départ en vacances sur 2 par remplacé, entre 6 et 10 heures de temps d'attente certains jours. Cette situation, Patrick Pelloux, elle est due quoi, à la canicule ou c'est un problème de fond? Non, il y a un problème de fond, mais on a un vrai problème de fond avec les urgences, qui se souligne et qui s'aggrave avec l'afflux supplémentaire dû à la canicule. C'est là où les pouvoirs publics ne sont pas au mieux de leur présence à nos côtés. Ce que vous voulez dire, c'est que le plan canicule, qui est réédité chaque année, n'est pas à la hauteur Non, il ne sait pas qu'il n'est pas à la hauteur, c'est un plan de papier. Quand on a dit à la ministre à peu près vers le mois de novembre qu'il fallait préparer l'été, elle a fait ce qu'elle pouvait, et en fait, tant que vous ne débloquerez pas des moyens et que vous n'aurez pas une réforme de fond sur l'organisation, sur la façon de penser les urgences en France, on continuera à avoir une augmentation, les gens continueront à attendre au niveau des salles d'attente des urgences, et on restera très 20e siècle. Or, il faut changer de mentalité et se mettre à la place des patients qui viennent aux urgences de manière à ce qu'ils attendent moins et ce que les personnels puissent travailler dans de très bonnes conditions. Est-ce qu'il faut dire aussi à une partie de ces gens de ne plus aller aux urgences? Ah non, vous pouvez pas dire ça. Non, alors si on commence à dire ça, nous on voit... Parce que ce discours existe chez certains politiques, de dire il faut responsabiliser les patients. Mais c'est totalement vain. Quand vous avez plus de médecins en ville à côté de chez vous, quand vous n'avez plus de centres de santé, quand vous n'avez plus de recours et d'accès aux soins, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste les urgences. Et vous allez dire aux gens n'allez plus aux urgences, mais vous les laissez dans leur douleur, dans leur souffrance, ils risquent il y a un risque vital. C'est pas possible. Ce discours-là est pas possible. Par contre, le discours
que l'on entend et qu'on le veut bien comprendre, qui est une idée qui a été votée dans la dernière loi du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est de dire, on va inventer une nouvelle forme qui sont des centres de soins non programmés. On va essayer de les répartir un peu partout en France. Là où il n'y a plus rien, on va en mettre de manière à avoir un accès aux soins qui soit augmenté. Alors justement, ces centres de soins dits non programmés, j'explique à nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Ce sont des centres où il y a des médecins qui ne sont pas forcément urgentistes. Voilà. C'est ça, pour accueillir... Des médecins, des infirmières, un plateau technique, de la biologie, c'est-à-dire, alors pour faire simple, on réinvente les anciens dispensaires, mais on les modernise. Et ça, vous êtes favorable à cela ? Vous pourrez faire baisser la fréquentation des urgences avec deux modes politiques. Un mode de politique sur les préventions et des grandes campagnes de prévention, je pense notamment aux accidents du travail par exemple, et puis avec un accès aux soins qui est augmenté. Il y a une autre piste qui est envisagée par le gouvernement dans la réforme des urgences qui est attendue aux alentours de la rentrée, c'est inciter les patients à d'abord appeler le SAMU pour une première évaluation. Non. Ça, le SAMU a déjà suffisamment de travail. Il faut pas créer une nouvelle filière. Non, quand vous dites non, c'est pas dans le programme ou c'est non, votre réaction? Non, c'est ma réaction. C'est ma réaction. Il y a suffisamment de travail. Il faut sacraliser les urgences. Vous n'allez pas faire que le SAMU va gérer tout le système de santé. Ça serait complètement idiot et c'est pas pour ça qu'il a été créé. Par contre, sacraliser le SAMU sur les urgences en le faisant mieux travailler avec les sapeurs-pompiers, par exemple, ça c'est un élément important. Et deuxièmement, de permettre l'orientation des malades vers ces consultations de soins non programmés. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Monter ces centres de soins non programmés, il va falloir probablement entre 5 et 10 ans pour que ça tourne. Donc là, c'est du long terme. Et ce ne serait pas aussi une manière de justifier la fermeture de petits centres d'urgence ruraux? Il ne faut pas enfermer. Non, faut pas enfermer. Je veux dire, la France, 67 millions d'habitants, la situation géographique la plus disparate sur la planète, etc. Et on n'a plus que 649 services d'urgence. Où est-ce qu'ils veulent nous emmener? À ce qu'on ait un service d'urgence par région? Mais c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Et surtout, ce qu'il faut que vous sachiez là, c'est qu'on a énormément de médecins urgentistes qui s'en vont, qui arrêtent le métier. Alors justement, je voulais en venir avec vous parce qu'il y a plusieurs raisons à ces départs de médecins urgentistes. Depuis le début de l'année, il y a un décret qui plafonne la rémunération des intérimaires, jugée excessive cette rémunération. Mais dans les faits, certains chefs d'établissement continuent de payer des gardes plusieurs milliers d'euros par jour pour pouvoir remplir leur planning. Ça paraît totalement aberrant comme situation et pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité parce qu'on a engendré une pénurie, en fait. On a voulu faire une spécialité avec des règles du jeu, là encore, du XXe siècle. Donc cette spécialité qui a été créée, elle fait que vous avez une diminution de la possibilité des médecins de venir travailler aux urgences ou de venir travailler aux urgences et de repartir dans leur spécialité d'origine. Je pense notamment à la médecine générale. Donc du coup, ça fait que les recrutements et le nombre de personnels qui peuvent y venir travailler, c'est raréfié. Donc du coup, ce qui est rare est cher. Vous avez les boîtes d'intérim qui se sont lancées dans la faille. Et en effet, il y a un dumping social avec des médecins qui viennent. Alors il y en a d'un côté qui travaillent pour 300 € la nuit, puis d'autres qui travaillent la nuit pour 1500 à 2000. Ouais, et ça touche aussi des médecins titulaires qui décident de démissionner pour devenir intérimaires. Bien sûr. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, parle de mercenaires. Le mot est fort. Vous êtes d'accord avec elle? Bien sûr, c'est du mercenariat. Vous savez, quand l'association des médecins urgentistes est née en 1998, c'était déjà l'une de nos préoccupations. Les médecins qui étaient itinérants et comme ça, je crois que c'est pas la solution, même pour eux, je pense pas que ça soit la solution, mais actuellement c'est ce qu'il y a de plus rentable. Donc évidemment, ces médecins-là qui sont souvent jeunes se disent je vais aller là où je suis le mieux payé et là où il y aura moins de contraintes par rapport à l'institution hospitalière, puisque vous venez, vous faites votre vacation et vous vous en allez. Patrick Pelloux, c'est quoi la solution si en 3 mots, en 3 phrases, vous pourriez rebâtir les urgences, qu'est-ce que vous nous diriez ce matin?
En 3 mots? Non, un peu plus. Non, le premier mot, c'est la coopération entre les systèmes. C'est-à-dire que la coopération entre les systèmes, ça veut dire que bien sûr l'hôpital doit s'ouvrir à la ville, mais la ville doit s'ouvrir à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il faut que les deux systèmes fonctionnent vraiment ensemble. Il faut qu'il y ait une meilleure coopération entre les sapeurs-pompiers et les systèmes d'urgence. Deuxièmement, il faut augmenter l'accès aux soins. L'augmenter l'accès aux soins, c'est par exemple, moi je crois, et il faut faire vivre cette idée des consultations de soins non programmés, de manière à augmenter la possibilité pour nos concitoyens d'avoir un accès aux soins. Et troisièmement, c'est débloquer et avoir un véritable débat sur ce qu'est le système de santé en France et lui donner les moyens, parce qu'il n'y a pas que les urgences dans le système de santé. Il y a tout le reste et il faut tenir compte de tout le reste. Les urgences, ce n'est pas un hôpital dans l'hôpital, il y a une globalité à comprendre sur l'hôpital. Une dernière question, Patrick Pelloux. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui nous écoutent et qui souffrent de la chaleur ? De bien écouter les spots parce qu'ils sont bien faits, qui sont diffusés à l'heure actuelle sur tous les médias, y compris sur Europe. De pas rester tout seul, de bien boire, de se poser la question de savoir comment va le voisin qui est pas bien, d'alerter tout de suite s'il voit un SDF qui est en pleine chaleur et d'alerter les sapeurs-pompiers ou le SAMU pour qu'on le mette à l'ombre et qu'on lui permette de se rafraîchir. Et surtout, concernant les sportifs, je le redis parce que ça c'est vraiment important, n'allez pas faire de sport en pleine canicule, c'est suicidaire. Merci Patrick Pelloux d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1, président de l'association des médecins urgentistes de France. Merci. Et à bientôt. Europe.